Donc, pour le premier duo improbable de la matinée, nos invités vont discuter de climat, des écosystèmes qui s'effritent, de l'urgence qui est reconnue mais qui peine à se traduire en action. On assiste même à plusieurs reculs au niveau fédéral et provincial. Veuillez accueillir Grégoire Baillargeon, président BMO Québec et vice-président du Conseil BMO Marché des capitaux, et Isabelle Saint-Germain, directrice de la biosphère, Espace pour la vie, Ville de Montréal. Mon Dieu, que je l'ai entendu, cette chanson-là. Grand fan des Cowboys fringants. Je me souviens quand j'habitais sur le plateau, puis j'écoutais ça au retour de la maison, du bureau. Isabelle, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je ne peux pas croire qu'on a juste une demi-heure. Je pense que quand on se parle, on part sur des ballons, puis on peut se parler très longtemps. Mais qu'est-ce qui t'amène ici sur un stage pour parler avec un banquier, justement? Bien, c'est une chance unique. Tu peux t'imaginer comment c'est intéressant de pouvoir parler avec toi qui est dans un milieu tellement différent du mien. Étant impliqué en environnement, je pense que il y a rien de plus excitant que parler avec un banquier parce que les banques ont tellement d'impact dans les changements sociétaux et environnementaux. Donc, c'est une opportunité aussi de sortir de ma chambre d'écho, d'apprendre ta réalité. Parce que souvent, on a des perceptions par rapport aux autres sans vraiment avoir creusé, là, c'est quoi ta réalité, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu peux faire. Donc, pour moi, c'est une chance unique. Puis je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé ce dialogue-là. Je peux te dire que je suis quand même stressée de parler avec le président de la BMO, là, mais je pense que ça va bien se passer. Je suis stressée de parler avec la directrice générale de la biosphère. Et en fait, je trouve ça intéressant que tu dises sortir de ta chambre d'écho. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se disent c'est moi qui sors de ma chambre d'écho. Alors, j'espère que tu me poses des vraies questions puis qu'on puisse vraiment parler de façon ouverte. Mais c'est un plaisir vraiment d'être avec toi. Même chose pour moi. Toi, oui. Donc, tu veux qu'on sorte de notre chambre d'écho. Je présume que tu as quelques questions pour moi. J'en ai aussi pour toi. Donc, on va faire ça vraiment sous forme d'échange et parler de notre parcours personnel, puis après ça, du rôle de nos institutions, de l'état de la crise, qu'est-ce que nos institutions ont à jouer comme rôle dans tout ça. Donc, on va se lancer dans ces questions-là. C'est moi qui commence? Oui. Mais quand je t'ai rencontré dans des événements Espace pour la vie, puis c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, puis j'ai été extrêmement surprise de voir ta passion pour ce qui concerne les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Tu m'en as beaucoup parlé. Puis là, je me demandais, on n'a pas quand même cette image-là. On a l'impression que les banquiers s'intéressent principalement aux chiffres, aux investissements, puis au retour sur l'investissement. Donc, je me demandais d'où vient cet intérêt grandissant là, pour ce qui se passe en matière de... Toi, tu vois plusieurs crises, mais m'explique un peu c'est quoi ta lecture de la situation? Bien, premièrement, effectivement, ça surprend souvent les gens. Puis les gens ont de la difficulté à me donner une crédibilité sur ce sujet-là, mais je vous assure, c'est vraiment ma passion personnelle numéro un. Tout le temps, tout mon temps personnel, je le pense à lire sur cette question-là, à écouter des podcasts, des entrevues. C'est le problème le plus complexe que j'ai jamais vu, évidemment, en société. C'est un problème systémique. Et je suis un gars qui aime résoudre des problèmes. Alors oui, je suis banquier, là, mais à l'avant-tout, j'aime résoudre des problèmes. Et celui-là, il est tellement complexe. Donc, ça m'amène dans toutes sortes de directions. Mais mon cheminement, j'ai toujours été une personne qui est très lucide face à l'avenir, très intéressée par l'avenir. On parlait d'innovation. Innovateur en chef du Québec, c'est comme le job de rêve. C'est-à-dire, pour moi, le futur, c'est la chose la plus intéressante. Mais tu ne peux pas regarder le futur juste avec des lentilles roses en te disant l'innovation va amener des choses qui sont mieux. Il y a beaucoup d'enjeux. Et donc, j'ai toujours été très attiré par les solutions qui rendraient le monde un monde meilleur. Les solutions clean tech, c'est des clients qui, depuis longtemps, avec lesquels j'aime traiter. Mais mon parcours, il est rentré beaucoup plus en profondeur il y a peut-être 5 ou 6 ans.
puis c'était une confluence de divers facteurs. Mais il y en a un, c'était que la banque a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et donc, un sujet que moi aussi, je pensais qu'il était peut-être polarisant à l'interne dans notre institution, j'ai réalisé qu'il ne l'était pas, qu'on avait vraiment une intention d'être un bon acteur en société. Notre CEO, Darrell White, quand il est tombé en poste, il a décidé de reclarifier la raison d'être de l'organisation. Des fois, on dit « Ah, ces raisons d'être-là, les corporations, ils ne croient pas vraiment ». Je vous assure, la raison d'être chez BMO, ça nous ressemble, nous tous et chacun, les 50 000 employés de l'organisation, et on l'a pris avec énormément de passion. Une raison d'être, c'est ce qui encadre toutes nos activités. Notre raison d'être, c'est de faire une différence dans la vie comme en affaires. Évidemment, en affaires, on est une banque. Donc, il y a une portion de notre raison d'être, c'est d'avoir une économie florissante, une économie robuste. Mais il y a deux autres grandes composantes qui sont d'avoir une société inclusive, et ça, c'est fondamental dans nos valeurs, et un futur, un avenir durable. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, on ne peut pas juste avoir des mots sur une page, il fallait mettre ça dans la stratégie de l'organisation. Donc, on allait s'accoter et accélérer la transition énergétique et l'ensemble des solutions. Et là, tranquillement, partout dans l'organisation, c'est développer des produits, c'est développer des séances de formation, des perspectives sur les risques qui ont vraiment permis à tout le monde d'augmenter son niveau de conscience. Quand on veut régler un problème, on le sait, Einstein le dit, là, on ne peut pas rester au même niveau de conscience que là où on a créé le problème. Il faut élever la conscience. Donc, on a fait ça collectivement dans l'organisation, puis plus je me pensais sur les détails du problème, plus j'ai été passionné par la situation. Évidemment, est venu avec ça l'éco-anxiété personnelle. Quand on vit dans des situations de privilège, je pense qu'on peut voir tous les jours toutes sortes d'enjeux dans nos façons de vivre. Alors, je me suis mis à vivre une éco-anxiété intense. Je regarde mes enfants. Je suis très inquiet face à l'avenir. Vous savez, dans une organisation comme la nôtre, on est 50 000 employés, mais c'est avant tout des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans. C'est des gens comme vous et nous qui voient le monde de façon claire et qui ont l'intention d'être responsables. Et ça, les gens ne l'ont pas en tête parce qu'évidemment, on doit livrer des profits, c'est notre rôle comme institution financière, mais on a un rôle dans l'économie qui est beaucoup plus large que ça et donc on le prend très, très au sérieux. Voilà. Mais quand on pense aux divers acteurs en société, évidemment, je parlais un peu du rôle de la banque. Toi, tu es directrice d'un musée. Vous avez un rôle important aussi. Peux-tu nous parler de ce rôle-là? Oui, je suis à la Biosphère depuis 4 ans maintenant. Je viens du milieu environnemental, puis la Biosphère est intégrée à Espace pour la vie là, depuis avril 2021, puis sa mission de parler des enjeux environnementaux, socio-environnementaux, puis la transition écologique est restée. Et c'est vraiment un rôle qu'on tient très à cœur là, avec l'équipe. Et ce qui m'importait quand je suis rentrée à la Biosphère, c'est de me dire, bon, moi, je tripe sur l'environnement, ça m'intéresse depuis toujours, mais est-ce que ça intéresse le public? Parce que des fois, on oublie que les citoyens font partie aussi de cette conversation-là. On a beaucoup dans l'environnement des conversations de leaders, d'experts en environnement. Donc, je voulais sortir de ça. Et le premier geste qu'on a posé à la Biosphère, c'est qu'on a fait une exposition consultation pour rêver la Biosphère. Donc, c'était vraiment une des innovations qu'on a fait. On voulait que le public participe aux grandes orientations de la programmation qu'on allait faire dans les prochaines années. Surprenamment, on a eu 10 000 personnes qui ont participé à cette consultation-là. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de mon sondage, mais je trouve ça, c'est très intéressant de voir comment il y a de l'intérêt du public pour les enjeux de protection de l'environnement, changement climatique. L'enjeu de l'eau est majeur pour tous les âges. Mais ce qui est ressorti très fortement, qu'on entend peu dans le discours actuel, c'est tout le volet social de l'environnement. Donc, la santé environnementale, tous les enjeux liés aux émotions climatiques, les injustices climatiques. C'est quelque chose qui est moins abordé parce qu'on parle souvent de l'environnement du côté technique. Puis évidemment, une des choses qui est sortie, c'est que ce qu'ils ne voulaient plus voir, c'est ça ce qu'ils voulaient entendre parler à la Biosphère, mais ce qu'ils ne voulaient plus entendre parler, c'est des choix individuels, qu'on leur impose ça, mais qu'on parle plutôt de choix collectifs. D'où ma question importante pour toi. Donc, avant que tu me lances cette question-là, donc c'est un équilibre, j'imagine, dans l'interaction avec le citoyen, justement, de l'engager d'une façon positive. Et donc,
sais, la crise, on est... moi, souvent, j'en parle de cette façon-là. Là. Tu sais, la civilisation telle qu'on la connaît, elle s'est bâtie dans un climat qui était stable d'une façon presque très rare là, dans l'histoire de la Terre, à peu près à 280 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Quand je suis né, on était rendu à 330 parties par million. Ça avait beaucoup augmenté, mais c'était encore safe. Aujourd'hui, on est à 430 parties par million. Puis la direction qu'on a, elle est terriblement inquiétante. On atteint encore des niveaux records d'émissions à chaque année. Et la courbe qu'on doit suivre pour se rendre à un niveau de stabilisation qui permettrait au CO2 par la suite de tranquillement se réduire est excessivement difficile. Et ça, c'est un niveau de conscience qui augmente l'urgence chez beaucoup de personnes, mais qui décourage chez d'autres. Alors, comment vous naviguez l'engagement citoyen? Comment amener les gens dans un mouvement positif quand, des fois, face à une crise, les gens s'immobilisent? Je pense qu'il y a plusieurs... On a une réalité maintenant. Il ne faut pas être nostalgique. Là, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Il faut parler des enjeux. Les jeunes, ils veulent qu'on leur parle de façon authentique, avec rigueur. Les musées, il y a une étude qui est sortie par l'Association canadienne des musées. Les musées, 86% des répondants ont confiance aux musées. Donc, on se donne vraiment cette rigueur-là d'informer justement le public, surtout avec la mésinformation qui existe. Et ce qu'on fait, c'est qu'à partir de ce qu'on vit, je veux dire, il y a une perte de biodiversité immense, les changements climatiques, on les vit. On a une expo sur les déplacements climatiques, puis on demande au public d'inscrire un peu s'ils ont déjà vécu des choses, des déplacements ou des inondations. Le mur est rempli, puis on l'efface à chaque semaine. C'est rempli de témoignages de gens qui vivent les changements climatiques. Ce mur-là donne des frissons quand on passe à la Tu te rappelles, tu l'avais vu quand tu étais venu. Mais c'est une réalité. Donc là, ce qu'on veut proposer dans les musées, c'est de dire, on vit ça, mais faut pas être dans l'apathie. Il faut proposer des récits qui sont plus constructifs, qui sont positifs, parce que on se rappelle que les gestes qu'on pose aujourd'hui ont un impact pour le futur. Donc, il est encore temps de changer le cours de l'histoire. Mais ce qu'on propose dans l'univers médiatique, ce ne sont que des chaos, de la destruction. On va manger des pilules puis on va vivre dans un désert. Je veux dire, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut proposer des récits qui sont différents parce que c'est ça qui mobilise le public à agir maintenant. Parce que sinon, on tombe dans le déni, dans l'éco-anxiété, dans la morosité. Puis, je veux dire, il est encore temps. Puis, il est encore temps au niveau du collectif, mais il est encore temps aussi au niveau des grandes institutions comme les vôtres qui ont vraiment un poids important dans ce changement-là qu'on doit mener. Et ces récits-là, il faut les faire ensemble. Puis ça, c'est quelque chose que le public dans les musées nous demande. Moi, je fais mes petits gestes, mais qu'est-ce qu'ils font les leaders politiques et les leaders économiques? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puis c'est ça qui m'amène à te poser une question un peu difficile. Là, en tant qu'environnementaliste, on le sait que depuis la COP 15 à Paris, il y a eu beaucoup d'avancements. Tu sais, les institutions financières, les fonds d'investissement ont compris qu'il y avait un rôle à jouer. Il y a eu des plans qui ont été faits, des objectifs de décarbonisation, la gestion de risques. Mais il reste que, selon les analystes, tu me corrigeras si mes données ne sont pas bonnes, mais pour que le climat reste stable, il faudrait qu'on ait un ratio d'investissement en énergie renouvelable de 6:1. Puis là, mondialement, ce qu'on constate, c'est qu'on est 1:1. Et malheureusement, il y a beaucoup d'analystes canadiens qui disent que les banques canadiennes sont des très mauvais élèves. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de ce qui se passe par rapport à ça, parce que c'est un sentiment d'impuissance puis un peu de frustration. Pourtant, quand j'ai une discussion avec toi, je sais que vous faites des efforts. Donc, comment ça se fait qu'il y a un écart si grand entre ce que vous faites à l'interne avec les employés puis les analyses qu'on voit, qu'on lit dans les médias? C'est la grande question. Puis, je ne te corrigerai pas sur
rien de la substance que tu as dit. Je suis sûr que je vais te corriger, c'est Paris, c'était la COP 21. Mais COP 21, oui. Oui, COP 15, c'était ici à Montréal. je suis vraiment dans le détail, cette question-là. Désolé. En 2015 pour ça. Mais c'est la grande question. C'est une question qui est excessivement complexe et nuancée. Malheureusement, c'est facile quand le monde peut être noir et blanc, et souvent on se parle, particulièrement de nos jours, en noir et blanc. On se parle dans les réseaux sociaux, on se parle dans les médias, on se parle en noir et blanc. La question, elle est complexe. Puis je vais commencer avec la question du ratio. Donc, évidemment, pour suivre la courbe qu'on veut suivre, il faut remplacer les systèmes énergétiques. Ça va prendre beaucoup d'investissements dans le renouvelable. Un ratio qui était effectivement à 1 pour 1 il y a quelques années devrait se rendre à 4 pour 1 cette décennie, puis peut-être on est rendu à 6 pour 1 parce que ça va passer assez vite, et 10 pour 1 dans la décennie suivante. C'est un ratio global, c'est un ratio qui tient en compte, entre autres, l'électrification et l'énergie requise dans ce qu'on appelle le Global South, dans les pays en développement. Ça inclut le remplacement des systèmes énergétiques dans les pays, évidemment, développés. Dans ça, il y a différentes géographies, puis il y a différents pays. Qu'on l'aime ou pas, notre Canada, c'est un pays pétrolier. Puis ici au Québec, on en a un peu plus de difficultés avec ça, là. Mais on est un pays pétrolier, on est un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde. On est une démocratie, on est un pays qui cherche à avoir une prospérité. Il faut s'écouter entre les différentes géographies du pays. Mais si on est un pays pétrolier, dans cette transition, c'est sûr qu'on va avoir un rôle qui va être différent de, par exemple, le Québec, qui n'est pas une nation pétrolière, qui est déjà avec une électricité parfaitement verte, et où la transition, ce qu'elle veut dire, la transition à peu près partout dans le monde, c'est de remplacer les systèmes d'énergie conventionnelle par de l'énergie renouvelable, et ensuite de prendre cette énergie renouvelable-là et de l'utiliser pour le transport, l'industrie, le chauffage des édifices et nos systèmes alimentaires. Ici, au Québec, on part avec une longueur d'avance. Là, on a 40 à 50 du chemin de fait. Alors, ici, en fait, je nous trouve très complaisants. Il faut aller beaucoup plus vite. Le plan d'Hydro-Québec, il est de base. Il faut augmenter, évidemment, l'énergie renouvelable qui est à notre disponibilité de façon à ce qu'on puisse accélérer la décarbonation de l'ensemble de notre économie. Ailleurs, quand on décarbone en électrifiant, bien, on ne fait pas complètement le chemin parce qu'une partie de l'électricité vient du charbon, du gaz. Ici, au Québec, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui va se passer en Alberta va avoir un ratio bien différent de ce qui va se passer au Québec. Ici, savoir quelle est la nature des investissements, entre autres de la banque, entre le renouvelable et les industries fossiles, bien, le ratio il est infini, il n'est que renouvelable. En Alberta, il est beaucoup plus sur l'énergie conventionnelle. Et donc, ce ratio-là, c'est un ratio global, ce n'est pas un ratio qui est nuancé face aux différentes géographies. Ça, c'est une première chose. Le rôle de l'institution financière, le rôle d'une banque. Alors non, ce n'est pas que de faire des profits. À la base, le premier rôle d'une banque, c'est de garder vos dépôts en sécurité. Ces dépôts-là sont utilisés de façon structurelle pour aller chercher une structure de capital encore plus efficiente, pour ensuite nourrir l'économie, financer des entreprises de toutes sortes, financer l'économie, notre prospérité collective. Alors, le dépôt à la base, pour avoir un dépôt qui est en sécurité, ça prend une institution financière solide. Et sans profit, il n'y a pas de solidité. C'est la même chose que si vous allez travailler puis on ne vous paye pas, vous ne travaillerez pas là. Alors, c'est sûr que ça prend un rendement sur l'ensemble du capital qui est mis, que ce soit le dépôt, les prêts faits à la banque ou encore le capital action. Vous êtes tous des actionnaires des grandes banques. Les fonds de pension sont nécessairement actionnaires des grandes banques. C'est des grands secteurs de l'économie canadienne. C'est un rôle nuancé. Il y a toutes sortes de choses à tenir en équilibre. Mais un des rôles les plus importants, c'est de faire fonctionner l'économie. On est une courroie d'engrenage. Cette courroie d'engrenage-là, elle doit écouter qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la démocratie nous dit et quel rôle on doit jouer dans ça. C'est pas simple, parce que comme je vous dis, c'est des papas, des mamans, des gens qui ont une vue sur le futur qui y travaillent. Et on peut tous avoir nos valeurs personnelles, on peut les amener, on peut s'influencer comme organisation, mais les banques ne peuvent pas imposer leurs valeurs dans chacune des communautés où on est établi. On peut être un participant actif comme citoyen corporatif et donc participer dans cette démocratie-là et l'amener vers une certaine place. Mais on doit écouter et on ne peut pas imposer nos valeurs. Encore une fois, je pense qu'on aurait des plus grands problèmes de société si les banques, comme l'Église ou la religion, se mettaient au-dessus des lois pour imposer des valeurs. Ce n'est pas ce qu'on peut faire.
Alors, il faut reconnaître qu'est-ce que les banques peuvent être. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. C'est une courroie d'engrenage importante. Vous pouvez influencer parce que, tu sais, je veux dire, tu as quand même un poste très important, tu es très préoccupé par les changements climatiques, tu n'es pas le seul dans ces milieux-là. Là, j'imagine qu'il y en a dans toutes les banques. Puis je me demandais comment vous exercez votre pouvoir, parce que vous avez le choix d'investir dans quelque chose ou dans d'autres. Donc, le choix vous appartient, même si c'est peut-être pas un enjeu de valeur, mais c'est un enjeu d'assurer son leadership en matière de lutte au changement climatique. Donc, comment vous l'exercez, cette influence-là? En fait, tu utilises des mots bien doux. Alors oui, on est en plein contrôle de nos décisions et donc on peut effectivement décider. Et ce qu'on fait, c'est parce qu'on décide de le faire. Alors, on ne peut pas se cacher de ça. Pourquoi on décide de continuer à financer l'ensemble du secteur énergétique? Parce qu'encore une fois, le monde n'est pas noir ou blanc. On est en transition. Certainement, pour le moment, on est en transition. Ici, au Québec, on a une grille verte, là, mais 50 de l'énergie qu'on utilise est pétrolière et gazière. 50 Si aujourd'hui, on arrêtait, on ne serait pas capable de se nourrir, on ne serait pas capable de se transporter, on ne serait pas capable de faire fonctionner nos hôpitaux. Ça ne fonctionne pas. Alors, pour l'instant, il y a nécessairement encore un besoin partout dans l'économie de l'énergie conventionnelle. Et si les banques se disaient, nous, on n'y touchera pas, la question, c'est qui est là? Si le capital qui est le plus réglementé au pays n'est pas présent à la table dans des secteurs qui ont besoin de trouver un équilibre pour accompagner une économie, l'ensemble du monde de façon juste, tout en se transformant complètement parce que la justice climatique actuelle et future est tout aussi importante, bien, qui va le faire? Qui va être à cette table-là? Si on retire les banques, comme d'ailleurs il y a beaucoup de pression de retirer les fonds de pension des énergies conventionnelles, la question, c'est à la rencontre d'actionnaires, à la table corporative, qui est assis? Je vous assure, il y a plus de capital privé dans le monde que du capital réglementé. Alors, il y aura du capital à la table et ce capital-là n'aura peut-être pas les conversations que nous, on se permet et on s'oblige d'avoir. Les conversations sur les parcours de transition, l'efficacité énergétique, la décarbonation des activités, incluant à l'intérieur des industries pétrolières et gazières. Alors, encore une fois, être un citoyen responsable, ce n'est pas de se mettre de la tête dans le sable et de se dire « je vais laisser ce problème-là à quelqu'un d'autre ». C'est un gros problème, c'est très délicat, c'est excessivement difficile. Et on choisit d'être à cette table-là, on choisit d'agir à cette table-là de façon responsable. Est-ce que ça veut dire qu'on finance absolument tout dès qu'on voit un profit sur la table? Absolument pas. Mais on tient à être un citoyen qui est pleinement engagé dans ces conversations-là. Alors oui, c'est un choix qu'on décide de faire, mais on ne néglige pas du tout l'ensemble des choses qu'on peut faire. Et où est-ce qu'on peut aussi avoir beaucoup d'impact? C'est de canaliser le capital vers les bons endroits. On parlait de ratio. Alors, je vous assure, ici au pays, même au Canada, là, les banques canadiennes ont l'air pires que les autres banques parce qu'effectivement, encore une fois, on est un pays pétrolier. Donc notre ratio des banques canadiennes n'est pas très beau. Cela dit, est-ce que l'énergie renouvelable qui veut se déployer au pays se déploie? Absolument. On finance absolument tous les projets économiques qui passent devant nous. Il n'y a rien qui manque de capital. Là, on n'est pas dans une situation comme celle-là. Cela dit, on peut faire toutes sortes de choses. Et c'est ce qu'on fait. Là. Chez BMO, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Comme je vous disais, en 2021, l'innovation, on parle d'innovation aussi. Il faut que le secteur financier innove, trouve des produits qui permettent une accélération de la décarbonation de l'économie. Si les rendements ne sont pas là, qui ne nous permettent pas de justifier à nos actionnaires, nos fonds de pension et l'ensemble des stakeholders de faire les choses, bien, il faut aller voir les gouvernements puis faire des produits innovateurs pour les clients où, avec le gouvernement, on arrive à livrer des choses. On le fait dans le secteur de l'immobilier avec la Banque d'infrastructure du Canada. On s'est mis ensemble pour changer le profil de risque et accélérer la décarbonation des édifices commerciaux. On innove, on est un des plus grands joueurs en Amérique du Nord dans les marchés du carbone. Pourquoi on est dans les marchés du carbone? Ça, je le dis personnellement, puis partout où je peux parler, là, on ne peut pas avoir des systèmes économiques qui vont fonctionner dans le monde sans que le CO2, sans que les émissions, les externalités soient un prix dans notre système économique. Alors, si on en a là, un certain nombre de taxes carbone au Canada, c'est certainement mon point de vue qu'il faut trouver des façons où le CO2 et l'ensemble des externalités ont un prix dans le système. On est un des acteurs les plus importants
dans les marchés qui créent cette dynamique-là. On avise nos clients comment jouer dans ces trucs-là. On développe des produits où nous, on donne des rabais ou des avantages à nos clients s'ils suivent des trajectoires environnementales ou sociales plus avantageuses. Ces produits-là, ils n'existaient pas il y a 5 ans. On les crée, on est un des leaders. Alors, on prend l'ensemble de ces choses-là au sérieux, puis on pourra peut-être parler des enjeux de risque aussi un peu plus tard, là, mais on prend ça aussi très au sérieux. Je parle beaucoup. As-tu une question à poser? Oui. Encore une fois, on parlait du rôle citoyen et ce que la biosphère arrive à faire auprès des citoyens. Quand tu touches à ces citoyens-là, la perception que ces citoyens-là ont du milieu des affaires, de l'économie, de la croissance économique, comment naviguez-vous ces questions-là de façon à ce qu'elles soient, encore une fois, engageantes, conscientisantes, sans nécessairement polariser? Ce qu'on a, on a pris position de, comme vous dites, d'être authentique. Je pense que quand on parle d'environnement aussi, il faut incarner ce qu'on fait. Donc, tout ce qu'on propose, les expositions, les événements, les colloques, on fait ça de façon éco-responsable. On essaie d'incarner, puis on dit ce qu'on a été capable de faire, puis ce qu'on n'a pas été capable de faire. Parce qu'il faut inspirer aussi le public à faire un premier pas. Parce que sinon, on attend d'être parfait pour bouger, ce qui est l'erreur la pire selon moi. Il faut être dans un contexte d'itération. Ce qu'on propose à la biosphère, c'est vraiment de partir de la science, de la rigueur de la science, des informations très, très factuelles, de combiner ça avec le langage émotif des artistes, émotif aussi de leur imaginaire, de leur façon de voir le monde qui est complètement différent. Donc là, on met en relation des gens qui habituellement travaillent peu ensemble et on ajoute à ça Parfait. On ajoute à ça le volet communautaire. Donc, quand on propose des expos, là, je peux vous donner un exemple d'une exposition sur laquelle on travaille sur une préoccupation que les jeunes ont beaucoup sur l'éco-anxiété. Donc, ça s'appelle Emolab. On la sort bientôt. Donc, on a travaillé avec des scientifiques en neuropsychologie, en psychologie des climatiques. Les jeunes vont rentrer dans l'expo, ils vont comprendre c'est quoi les impacts physiques et psychologiques des changements climatiques. Ensuite, ils vont comprendre les types d'émotions qu'ils vivent, parce qu'on attache toujours une émotion très négative au changement climatique, mais il y en a qui sont dans le déni, il y en a qui ont le goût de lutter contre moi, il y en a qui sont en éco-colère, et je veux dire, il y a une vingtaine d'émotions. Donc, les jeunes vont pouvoir comprendre où est-ce qu'ils se situent là-dedans, après trouver des outils pour gérer ces émotions-là, puis ça sera après à leur choix de voir comment ils s'engagent, parce que c'est vraiment documenté dans la littérature que l'engagement permet de se sortir de cette anxiété-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose. On a aussi, pour engager les citoyens, une salle qui est dans la zone non tarifée du musée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sollicitations auprès d'organisations de citoyens et on leur propose de les accompagner pour faire connaître les projets. Parce qu'au final, c'est souvent les citoyens qui protègent les rivières, les forêts, les parcs, etc. Puis on ne parle jamais d'eux. Donc là, on met en valeur ce qu'ils sont en train de faire. Puis ça, il n'y a rien de mieux que d'être inspiré par des projets concrets qui ont été faits par d'autres citoyens. Et on fait beaucoup de sensibilisation parce que les musées d'Espace pour la vie, c'est des musées qui font de la recherche. Il y a beaucoup de chercheurs dans Espace pour la vie. Là. Je pense que ça, on oublie ça. Il y a de la recherche sur l'impact des changements climatiques, sur la biodiversité. Il y a des collections. On fait beaucoup d'événements, d'expositions, etc. On a de l'art vivant et on organise beaucoup de colloques avec des chercheurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mène. Puis pour mesurer... c'est très facile de mesurer le taux d'éducation parce qu'on a des programmes scolaires, on a plein de trucs. On va dans les communautés, à la rencontre des communautés pour leur montrer un peu la nature. Il y a plein de biodiversité dans un quartier. Mais là, on se dit comment on peut mesurer l'impact du changement, du comportement. Et en 2020, Espace pour la vie a mis en place une stratégie d'impact, d'ailleurs avec Luciano qui est ici là, de IDEOS. Et on part d'une stratégie d'impact, puis il y a beaucoup d'indicateurs
qualitatif, mais aussi quantitatif. Puis dans le qualitatif, c'est vraiment basé sur des sondages annuels à post-visite. Fait que ça nous permet régulièrement de changer les messages, de voir comment les gens, qu'est-ce qui les invite à vouloir être en action. Donc ça, c'est quelque chose que c'est nos limites quand même, parce qu'une fois que le public est parti du musée, on ne peut pas prétendre qu'on a changé leur vie et que du jour au lendemain, ils vont se mettre à vendre leur voiture. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut travailler en collaboration comme on veut travailler en collaboration avec le milieu des affaires puis avec le milieu environnemental. C'est qu'après, il y a quelqu'un qui prend le relais puis qui amène les gens plus loin. On est plusieurs acteurs. Il faut vraiment arrêter de travailler sur des causes très précises parce qu'on n'y arrivera pas. On doit se passer le relais comme nous, on sensibilise les gens au musée, ils vont chez vous, il faut qu'ils demandent des investissements verts. Donc, il y a ça qui manque un peu dans c'est parce qu'on là, après, je vais arrêter, je vais te donner la parole. Oui, il faut que j'arrête. Je te pose la question. Mais ce qu'il faut... tu sais, on est rendu aux questions attends, des enveloppes, c'est ça? Je veux réagir à ce que tu dis. Un des livres que j'ai lu au début de mon long parcours, c'était Saving Us de Catherine Hayhoe, qui est une communicatrice extraordinaire sur la question climatique. Et la thématique de son livre, c'est la chose que tout le monde peut faire, c'est d'en parler. Il faut tous en parler, à notre façon, sans polariser, mais parler de la question climatique. Et si on la polarise, en fait, on n'arrive plus à en parler. Donc, il faut en parler. Ton musée, il fait ça. Ton musée, il permet un engagement positif. Et quand tu dis passer la balle, pour moi, c'est hyper important. Si quelqu'un sort de là un peu plus sensibilisé et que dans le poste qu'il occupera en société, peu importe il est où, il arrive avec cette conscience additionnelle-là, bien, on est en train de tous progresser vers une meilleure direction. Et la transition, puis le monde meilleur qu'on essaie de bâtir, il va se faire quand dans tous les sièges de la société, les gens qui vont y être assis vont être pleinement conscients des externalités puis de ce qu'on est en train de créer comme monde futur, là, l'impact qu'on a sur la planète puis nos limites planétaires. Et donc, ça inclut un rôle dans une banque, puis ça inclut dans des compagnies, dans des industries qui ont possiblement encore une empreinte polluante dans 25 ans. Il faut que dans tous les sièges, partout, les gens soient conscients. Et si on se dit qu'on ne peut être assis qu'à un côté noir ou blanc de l'équation, bien, on aura des méchants d'un bord, des bons de l'autre, et un monde qui ne fonctionne absolument pas. Alors, ça prend un mouvement positif d'engagement où tout le monde se conscientise puis s'assoit dans l'ensemble des chaises. Je trouve que vous faites ça. Je pense qu'il y a peut-être un nœud dans la façon qu'on parle. On parle de plusieurs crises. Si on sépare la crise climatique de la crise des biodiversités, puis là, on trouve des solutions innovantes ou technologiques pour le climat qui vont à l'encontre de la protection de la biodiversité. Il faut parler d'une seule crise. Je pense qu'il faut revoir un peu comment on parle des enjeux. C'est une crise, puis c'est la destruction des écosystèmes qui sont finalement, qui régularisent le climat, qui nous ont toujours appuyés là-dedans, ils font partie de tout le cycle de l'eau. Les gens sont terrorisés là, par le manque d'eau. Il ne pleut pas. D'ailleurs, je nous souhaite de la pluie là, dans les prochaines journées, les prochains jours. Mais il faut revoir un peu le discours. Puis quand je parle de récit, je parle de ça aussi. Il faut avoir un récit qui est beaucoup plus inclusif parce que sinon, on travaille séparément de notre côté, puis l'un détruit ce que l'autre a fait. Puis ça ne fonctionne plus. J'espère vraiment, je pense que ça, c'est un premier pas pour le dialogue qu'on a, puis il faut l'avoir aussi avec d'autres gens un petit peu plus radicaux, puis de commencer à construire ça, parce qu'au final, on veut tous vivre dans un environnement qui est sain, avec des arbres, des oiseaux, puis de boire de l'eau. Là, on veut pas finir notre vie dans le chaos. Donc, il y a ça à revoir comme mot qu'on utilise pour parler de la crise. Ben, tu as tout à fait raison. Alors, on parlait de sortir de nos tunnels. Là. Il faut sortir tout le monde des tunnels. Il faut se rassembler au centre. Il faut s'écouter, comprendre les nuances. C'est tellement facile de se juger les uns les autres sur nos façons de vivre, sur les rôles qu'on a en société, et ainsi de suite. Mais si on prend le temps de vraiment comprendre le pourquoi les gens ont une certaine position, c'est comme ça qu'on peut les accompagner peut-être vers de meilleures décisions. Mais il faut vraiment s'ouvrir l'esprit. Alors, j'apprécie vraiment cette conversation-là. On nous a laissé des enveloppes. En fait, on pourrait encore une fois là, se parler pendant des heures. Puis je suis persuadé que vous auriez encore des questions pour nous, mais on va sauter dans les questions surprises qu'on a dans nos enveloppes.
Vas-y. De quel leadership climatique a-t-on besoin aujourd'hui? Un leadership, moi je pense que le leader d'aujourd'hui a une vision beaucoup plus large qu'un leadership climatique. Il voit une crise. C'est quelqu'un qui a vraiment confiance au potentiel de changement. C'est-à-dire que c'est pas trop tard, qui est mobilisant, qui est humble aussi, parce que on reste assis sur nos certitudes. On reste avec nos certitudes qui nous empêchent d'évoluer dans un monde qui est constamment en changement. Il faut avoir de l'humilité pour être un bon leader, définitivement, puis être bienveillant parce que, on le sait, là, ce qui est le plus difficile, c'est changer ses habitudes. L'être humain est fondamentalement paresseux dans ce contexte-là. Donc, il faut de la bienveillance, de l'humilité, puis vraiment, j'ai dit de l'humilité, hein? L'humilité. Vous voyez, j'ai très, très hâte qu'il pleuve. J'ai très, très hâte parce que là, nos arbres ils ont soif. C'est un lapsus. Alors, c'est ça. Donc, je pense que, voilà. Je vais rebondir juste là-dessus. Effectivement, de l'ouverture d'esprit. En fait, avec les années, je ne suis pas sûr que je suis rendu sage encore, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai découvert qu'on n'a jamais raison. Tu n'as jamais raison. Point à la ligne. Si tu penses que tu as raison, c'est parce qu'il y a encore des nuances que tu n'as pas encore compris. Il y a toujours un autre angle qu'on ne voit pas. Et je pense que le leadership qu'on a besoin, climatique ou autre, c'est un leadership avec une ouverture d'esprit de continuer à essayer de comprendre les nuances qu'on n'a pas. Ma question ici, confession, greenwashing ou greenhushing, quel est le plus gros enjeu? C'est une super question parce qu'effectivement, on a un gros focus sur la question de greenwashing. Ce qui est absolument nécessaire parce que des fois, ça nous donne tous des frissons. Là, on voit des phrases faites à gauche et à droite, puis on se dit « Oh mon Dieu, ça n'a aucun bon sens qui se positionne comme ça. » Cela dit, il y a un enjeu avec le greenwashing qui est l'enjeu inverse. On a besoin que, tu parlais tantôt, que les citoyens demandent des solutions plus vertes partout où ils vont. Mais pour qu'ils demandent des solutions plus vertes, il faut leur dire laquelle est la plus verte. Puis en ce moment, on peut comme plus. Parce que dès qu'une corporation sort la tête pour dire « Mon produit, il est bien, il est mieux », c'est sûr qu'il y a un angle sur lequel il n'est pas bon pour la planète. Là, alors, on va leur taper dessus. Donc, on n'arrive pas à savoir non plus, de façon véridique, qu'est-ce qui est mieux qu'autre chose. C'est très difficile de voir clair. Alors, c'est là où on tombe dans le greenhushing. C'est qu'en ce moment, on a eu tellement peur du greenwashing qu'on a demandé à tout le monde de se taire. Et en ce moment, comme citoyens, et incluant à nous, on a un système pour aller dans chez nos suppliers, là, chez nos fournisseurs, pour comprendre leurs empreintes. Alors, on demande beaucoup d'informations. C'est très difficile de l'obtenir parce qu'encore une fois, eux n'ont pas l'information des produits qu'ils utilisent. Il faut que l'information se mette à circuler beaucoup plus que ça. Le greenwashing empêche ces choses-là. Encore une fois, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Mais on pourrait continuer longtemps. Je vais me permettre une dernière chose avant de quitter. Donc, j'ai eu le privilège d'aller visiter la biosphère il n'y a pas si longtemps. Puis, bien évidemment, comme beaucoup de monde, je suis un peu tombé en amour avec l'endroit. Donc, je voulais t'annoncer, je ne te l'avais pas dit, mais BMO va faire un don de 50 000 $ à la biosphère pour un projet que tu trouveras enivrant. Merci beaucoup. Merci à Isabelle Saint-Germain, Grégoire Baillargeon pour la qualité et la profondeur de cet échange. J'aimerais aussi en profiter pour remercier le pôle IDEOS de HEC Montréal qui nous accueille aujourd'hui. On a travaillé fort avec l'équipe là, en grande collaboration. Puis, il y a quelqu'un qui a oublié son cellulaire dans la salle du petit déjeuner. Donc, si c'est vous, manifestez-vous à une des personnes de notre équipe. Donc, on aimerait maintenant voir vos réactions et émotions. J'aimerais savoir en un mot comment vous avez trouvé ce duo improbable. Fait que vous pouvez écrire les réponses directement dans Slido en vous connectant avec le code QR qui apparaît à l'écran. Donc, vous pouvez pointer la caméra de votre téléphone sur le code QR, puis vous devriez y avoir accès. Sinon, allez simplement au slido.com, entrez le numéro de l'événement qui apparaît à l'écran. On peut mettre une petite musique en attendant vos réponses.
On a quand même plusieurs réactions différentes. On a inspirant, on a aussi infopub, faut le nommer quand même. On a ouverture, nuancée, respectueux, mais inspirant et authentique, c'est ce qui ressort le plus. C'est vraiment super. Merci beaucoup pour vos réactions.